existe des films profondément déstabilisants, qui contiennent en leur sein une infinité de pistes, une quantité monstrueuse d'éléments cachés à déchiffrer et à relier, comme des fragments d'un tout qui finit par prendre forme. Tout est déjà là, visible aux yeux de tous, ou plutôt, à ceux qui veulent bien se prêter à l'exercice. Si vous cherchez des clés de compréhension, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, vous regardez un épisode d'Expliquer à ta mère. L'année 2014 fut une année importante pour la machine cinéma. Interstellar, Gone Girl, Her, Le vent se lève, Whiplash ou encore Mommy sont autant de films qui ont réussi à marquer autant le grand public qu'un large panel de cinéphiles. Au milieu de tous ces succès commerciaux et populaires, un film tendance à être mis un peu plus au second plan. Il s'agit de Night Call, réalisé par Dan Gilroy. Le film fut une franche réussite commerciale et critique à sa sortie en 2014, mais est à mon sens trop peu évoqué aujourd'hui au vu de sa qualité cinématographique et de la justesse de sa captation du réel. Night Call, ou Nightcrawler, pour reprendre le titre original, qui signifie rampant de nuit ou encore lombric, titre qui convient bien mieux à l'œuvre selon moi, est un premier film réalisé par Dan Gilroy. Né en 1959 à Santa Monica, dans l'état de Californie, il est un scénariste et réalisateur américain. La voie du cinéma était pour lui comme une évidence, appartenant lui-même à une famille travaillant dans le milieu. Il est le fils de l'écrivain, dramaturge et réalisateur Frank Daniel Gilroy, le frère de Tony Gilroy, scénariste de L'Associé du Diable, de Rogue One, de la saga Jason Bourne et créateur d'Andor, avec qui il travaillera plus tard sur l'écriture de la série. Il est aussi le frère jumeau de John Gilroy, qui est le monteur de son film. Bon. À partir de maintenant, je vais appeler le film par son titre original, car décidément, je trouve que le titre qu'on a choisi dans l'Hexagone est très mal choisi. Nightcrawler est un thriller qui nous livre le parcours tumultueux de Lou Bloom, incarné par Jake Gyllenhaal. Il est un reporter sans état d'âme qui parcourt Los Angeles la nuit à la recherche d'images chocs, qu'il vend à prix d'or aux chaînes de TV locales. C'est un film qu'on pourrait qualifier de film à interprétation, ces films qui se concentrent et sont portés par l'interprétation de leur premier rôle. Cela ne veut nullement dire que la réalisation est sans intérêt, bien au contraire, mais Nightcrawler fait partie de ces films qui visent l'efficacité. Il ne déborde jamais dans ses effets et se cantonne à être le plus immersif possible. Cela se traduit par une linéarité narrative, des champs contre champs permanents, une caméra fixe qui évite le plus possible le mouvement dans les moments calmes, et une caméra portée et en mouvement dans les séquences de tension et d'action. La mise en scène de Gilroy mise sur la clarté des situations et l'interprétation de ses acteurs. La composition du personnage de Jake Gyllenhaal est d'ailleurs la plus grande qualité du film. I thought of him as an artist. I think the movie is about the birth of an artist, at least from when I played him. I looked at him dealing with crime scenes and filming crime scenes as if he were a cinematographer, as if he were really learning an art. And I think the beauty and excitement of that for me really drove me and I think mimicked his excitement. And I looked at it like a Damien Hirst sculpture, you know, when he's moving things around to get the perfect frame. It was as if he was creating beautiful art. C'est un personnage qui vit dans une génération en perpétuel changement, qui redéfinit les règles du travail. Il est profondément en colère et tente de survivre dans une société en pleine effervescence. Jake Gyllenhaal a d'ailleurs perdu un peu plus de 10 kg pour ce rôle. La perte de poids pour un rôle n'étant pas une qualité en soi, elle sert souvent de cache-misère et est davantage un argument marketing qu'une qualité artistique dans le cinéma américain depuis une vingtaine d'années. Elle permet néanmoins ici de marquer le visage de Gyllenhaal et lui confère une véritable fascination plastique. Sans être méconnaissable, cette perte de poids accentue certaines caractéristiques faciales comme son regard ou sa mâchoire. Avant un quelconque intérêt narratif, il s'agit là d'appuyer l'intensité du personnage, créer une figure cinématographique en seulement quelques plans. Quand je parle d'efficacité, c'est précisément à ce type d'approche que je fais allusion, et à mon sens, tous les grands films pensent en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur leurs objectifs, pour reprendre le champ lexical du personnage principal du film. L'intention du film est de proposer une mise en scène immersive dans les dessous du métier de reporter de nuit à Los Angeles, et tout dans le film va dans ce sens-là, que ce soit les choix de mise en scène, le montage, la construction du scénario en forme d'entonnoir qui prend en intensité en même temps que la folie des grandeurs de Lou, ou même la photographie de Robert Elswit.
Presque entièrement tournée de nuit, la photographie du film baigne dans une lumière artificielle. Lampadaires, phares, gyrophares de la police, néons, écrans de télévision, L-Suite transforme Los Angeles en une ville spectrale, froide, désincarnée, à l'image d'un plateau de télévision. C'est un travail d'orfèvre, et on n'en attendait pas moins du chef opérateur de There Will Be Blood, sur lequel il a remporté l'Oscar de la meilleure photographie. Dan Kilroy ne prend donc jamais le parti pris de se ranger du côté des images qu'il dénonce, en évitant toute forme de sensationnalisme et de voyeurisme. Mais avant d'être un thriller sur fond de satire sociale, Nightcrawler est avant tout un merveilleux objet d'amusement et de tension. Il tient le spectateur en haleine jusqu'à sa conclusion. Car c'est aussi parfois ça le cinéma. Des sensations éprouvées, des souffles coupés, des pupilles dilatées, une véritable expérience physique et sensorielle, à la manière d'Uncut Games des frères Safdie, À tombeau ouvert de Martin Scorsese ou Climax de Gaspard Noé. Tu cherches à provoquer le spectateur de ce que t'aimerais que d'autres gens provoquent chez toi. Mais avant de partir sur une analyse plus détaillée du film, un petit résumé s'impose. Alors je ne peux que vous inviter à mettre pause et à regarder le film si ce n'est pas déjà fait. À Los Angeles, Lou Bloom tente de voler de l'acier dans un chantier et est surpris par un agent de surveillance. Lou l'agresse physiquement et lui vole sa montre. Il revend ensuite l'acier volé dans une casse, demande un travail au gérant et se le voit refuser. Sur le chemin du retour, Lou tombe par hasard sur les lieux d'un accident de voiture. Sur place, il observe la présence des forces de l'ordre, des secours, ainsi de quelques cadreurs. Intrigué par une équipe de vidéastes indépendants en train de filmer la scène, il trouve là une source d'inspiration et décide à son tour de se lancer dans la production de vidéos d'actualité. Le lendemain, il vole un vélo de course en échange d'une caméra et d'un scanner radio. Il filme un homme gravement blessé et propose son film à KWLA, une chaîne de télévision locale. La directrice de l'information de nuit, Nina, achète la vidéo et encourage Lou à continuer son travail. Lou se présente comme le dirigeant d'une entreprise florissante et publie une annonce en ligne. Il recrute rapidement Rick, un jeune sans-abri ayant abandonné ses études, en situation de grande précarité, à la recherche d'un emploi et surtout d'un abri. Lors de leur entretien, Lou lui explique que sa mission consistera à servir de GPS, à stationner le véhicule et à mémoriser les codes radio utilisés par les forces de police. Lou commence à modifier les scènes de crime et les met davantage en scène jusqu'à déplacer des objets et même un cadavre. Plus tard, il refuse une offre d'affaires d'un concurrent et sabote sa camionnette, ce qui provoque un accident qu'il viendra filmer en priorité. Hey, don't film that, man. He's one of us. Not anymore, Rick. We're professionals. He's a sale. Une nuit, Lou et Rick arrivent sur les lieux d'une effraction dans un quartier résidentiel avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Alors qu'un coup de feu retentit, Lou se dissimule et observe discrètement deux individus. Ils sont armés et quittent précipitamment la maison, et Lou enregistre leur fuite à l'aide de sa caméra. Une fois le danger passé, Lou entre dans la maison et filme les corps sans vie de 3 victimes, baignant dans leur sang. À la chaîne de télévision, certains employés s'interrogent sur la légitimité déontologique de diffuser de telles images contre l'avis de Nina. 2 enquêteurs se rendent chez Lou pour savoir s'il a vu ou identifié les auteurs du crime. Lou nie toute connaissance précise et fournit une description vague, alors que sa vidéo contient en réalité des images nettes des suspects, de leur véhicule et même de la plaque d'immatriculation. Lorsque la police lui réclame l'enregistrement complet, Lou leur remet une version montée, soigneusement nettoyée des éléments permettant d'identifier les assaillants, qu'il préfère garder pour lui afin de mener sa propre traque. Accompagné de Rick, il prévoit de les suivre jusqu'à un endroit fréquenté et aisé, pour plus de spectacle. Ensuite de prévenir la police et de filmer la confrontation. Rick, pris de peur, estime qu'il doit recevoir 50% du prix de la vidéo, sous peine de tout dévoiler à la police. Lou accepte. Il appelle la police et dévoile la position des criminels. Il dit devoir mettre fin à l'appel téléphonique, car ils l'ont peut-être vu. Une fois la police sur les lieux, une fusillade démarre et Lou filme la confrontation. L'un des tueurs s'échappe en voiture, la police le suit et le duo de reporters décide de les poursuivre pour filmer le dénouement de la fuite. Le criminel perd le contrôle de sa voiture et provoque un accident spectaculaire. Voyant là une occasion de capturer des images sensationnelles, Lou persuade Rick de s'approcher de l'épave pour filmer le corps prétendument inerte du fugitif, dans l'objectif de créer le buzz. Rick s'exécute, caméra en main, mais au moment où il cadre le visage du suspect, celui-ci ouvre les yeux. Il est toujours vivant. Le tueur tire sur Rick avant de tenter de s'enfuir, avant d'être finalement abattu par la police. Allongé au sol, mortellement blessé, Rick agonise.
Lou, imperturbable, continue de filmer la scène et lui confie froidement qu'il a délibérément orchestré sa mort, convaincu que les exigences financières croissantes de Rick auraient fini par lui nuire. Lou ramène la vidéo à Nina, qui est ravie de son contenu, et manifeste une loyauté croissante envers Lou. Lorsque l'équipe éditoriale découvre que ce qui avait été présenté comme une simple violation de domicile dans les quartiers résidentiels était en réalité un règlement de compte lié à un trafic de drogue, Nina choisit délibérément de taire cette information. Son objectif est clair, accentuer l'impact émotionnel de l'histoire auprès d'un public aisé, car ce public est davantage touché par la peur d'une violence irrationnelle dans les beaux quartiers. Lors d'un nouvel interrogatoire, l'inspectrice confronte Lou, qui invente un récit dans lequel les criminels l'auraient pris en chasse. Bien que persuadée qu'il ment, elle ne dispose d'aucune preuve concrète pour l'incriminer. Face à son silence calculé, elle le traite de monstre, l'accusant d'avoir sciemment sacrifié son assistant avant de le filmer dans ses derniers instants. Lou, imperturbable, se contente de répondre avec un sourire. On dit souvent que quiconque me voit passe la pire journée de sa vie. Il investit dans 2 camionnettes et embauche une équipe de stagiaires en vue d'agrandir son entreprise. Il les félicite et les encourage à persévérer dans cette profession. Nightcrawler est un film qui se penche en grande partie sur le besoin sensationnaliste des médias pour faire de l'audience. Sujet ô combien cocasse quand on voit comment a été marketé le film. Les rapprochements entre Nightcall et Drive de Nicolas Winding Refn sont sans cesse mis en évidence dès les premières bandes annonces par les producteurs. Un homme solitaire qui conduit une automobile américaine dans une ambiance nocturne. Et que dire de ce titre pour le public français, Nightcall, qui fait directement référence à la musique de Kavinsky, présente dans le film de Refn, et qui a grandement participé à la popularité du morceau. Vendre le film comme un objet proche de Drive ne pouvait que lui desservir au vu du résultat final, qui n'a pas grand chose à voir ni dans ses thématiques, ni dans son traitement esthétique. Les bandes annonces qui vendent un film d'action n'ont non plus pas franchement aidé, au même titre que Drive en 2011, qui était aussi vendu comme un film d'action. Le seul véritable rapprochement à faire entre les deux films est le genre dans lequel ils s'inscrivent, le néo-noir. Comme son nom l'indique, le néo-noir vient après le film noir, qu'on qualifie de film policier en France. On date son apparition dans les années 70, avec des films comme Chinatown, Serpico ou Taxi Driver. Les déplacements esthétiques du film noir vers le néo-noir portent principalement sur le style visuel. On passe d'un noir et blanc avec des jeux de contraste importants, qui rappellent le cinéma expressionniste allemand, à des images en couleur, avec des jeux de lumière plus modernes, comme par exemple des néons. Les personnages prennent aussi en complexité psychologique. Le détective désabusé laisse place à un anti-héros ambigu, instable et psychologiquement fragile. La femme fatale, manipulatrice, devient un agent du chaos, et même parfois une victime. Le contexte pessimiste d'après-guerre se voit changer en exploration du monde moderne, en monde urbain chargé des crises morales et politiques qui l'habitent. Mais surtout, on a affaire à des films moins fatalistes, mais plus cyniques et violents. Le cynisme est une attitude qui consiste à mépriser les conventions sociales, l'opinion publique et la morale commune. Un état d'esprit qui décrit parfaitement la posture de Lou Bloom. Beaucoup de spectateurs voient le personnage de Lou comme un psychopathe et auraient préféré quelqu'un de sain d'esprit pour montrer les dégâts de la société américaine capitaliste sur un profil équilibré. Le reproche qu'on lui fait est d'appartenir à l'exception et non à la règle. Mais pointer du doigt cette approche et la présenter comme un défaut d'écriture, c'est faire fausse route. Lou n'est pas un psychopathe, c'est un sociopathe. Ces deux pathologies sont souvent confondues mais représentent des distinctions bien nettes. La sociopathie s'explique par l'environnement social, alors que la psychopathie s'explique par un mélange de facteurs psychologiques, biologiques, génétiques et environnementaux. Selon le généticien spécialisé en comportement David Lykken, les psychopathes présentent dès la naissance des particularités neuropsychologiques, telles qu'une impulsivité prononcée ou une absence quasi totale de peur. Ces traits innés les conduisent à rechercher des situations à haut risque et entravent leur capacité à intégrer les normes sociales. Les sociopathes, comme Lou, à l'inverse, développent des troubles similaires non pas en raison des prédispositions biologiques, mais suite à un environnement social pathogène, carence affective, entourage délinquant, pauvreté extrême, ou encore une intelligence très faible, ou au contraire, exceptionnellement élevée. Chez ces individus, le trouble se manifeste souvent par une transgression persistante des règles sociales, tout en pouvant les intégrer et les comprendre, une tendance à la manipulation, une impulsivité marquée et une faible capacité à éprouver des remords. Ces comportements peuvent les mener à des actes criminels ou destructeurs. Lou n'est pas un psychopathe au sens clinique du terme. Il ne naît pas avec un câblage cérébral défectueux.
et il n'est jamais évoqué une enfance difficile ou traumatisante. Il n'a d'ailleurs pas de passé. Les seules informations que l'on connaît à son sujet sont qu'il est né en Californie, qu'il a essayé d'être gardien, et qu'il a travaillé dans un garage, si tout cela ne s'avère pas être des mensonges. Il est plutôt l'incarnation moderne du sociopathe froid et fonctionnel, un produit d'un environnement social déserté, déshumanisé, où l'empathie ne rapporte rien et où seul compte la performance. Le film prend place à Los Angeles, dans l'état de Californie, l'état le plus peuplé et riche des États-Unis d'Amérique, que connaît bien le réalisateur puisqu'il y est né et y vit encore aujourd'hui. Le film s'ouvre sur un plan de panneau publicitaire vierge dans le désert californien, à l'image du personnage de Lou, qui est aussi une page vierge, prête à écrire sa propre histoire, sur une terre d'opportunités comme la Californie. La Californie est un monde à part, un territoire doté d'un caractère propre. Elle est d'abord un mythe, celui de l'accomplissement de la conquête de l'Ouest, symbole de l'avancée de la civilisation sur ce que l'on considérait comme la sauvagerie. Elle concentre les aspirations du rêve américain, nourrissant depuis longtemps l'imaginaire collectif. Aujourd'hui encore, elle demeure une terre d'accueil privilégiée pour les flux migratoires venus d'Asie et d'Amérique latine, tout en se positionnant comme un État pionnier, à la fois en matière d'innovation technologique et d'expérimentation utopique en tout genre, et surtout du rêve américain. C'est précisément ça l'idée principale du rêve américain. Quelle que soit votre origine, tout le monde a un accès égal aux opportunités, pourvu qu'il soit prêt à travailler dur pour y parvenir. Cette idée fondamentale est ancrée dans les idéaux américains de démocratie, d'égalité, de droit, de liberté et d'opportunité. Lou est solitaire, sans passé ni attache. Il est à la fois charmé et convaincu de l'existence du rêve américain, et hyper adapté au capitalisme ultra compétitif. Il est quasiment totalement coupé des codes moraux qui structurent la vie en société. Il observe des humains comme un analyste observerait un système. Pour lui, la douleur, la peur ou la mort sont des variables, des opportunités à saisir pour grimper sur la pyramide sociale. Il ne se contente pas de filmer la violence, il la met en scène. Il ne couvre pas l'événement, il devient le scénariste de son propre succès, du petit voleur au chef d'entreprise. En d'autres mots, Lou n'est pas un psychopathe, il est un pur produit de son environnement. Il est la synthèse du rêve américain. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Il n'a fait que s'adapter à un système qui valorise les pires travers de l'humanité, comme la violence psychologique, l'exploitation et l'opportunisme. C'est un prédateur à qui le système permet de réussir pour l'ériger comme modèle de réussite et de motivation. Lors de son introduction, il est présenté comme un voleur, un rapace, prêt à se battre pour obtenir ce qu'il souhaite. Ici en l'occurrence, une montre luxueuse qui reflète son envie d'élévation sociale. Pour atteindre son but le plus efficacement possible, il observe, il apprend et agit en conséquence très rapidement. C'est la principale qualité de Lou. Il a la faculté d'apprendre très vite et de se relever de ses erreurs. Au cours d'une discussion avec un recycleur, il comprendra que la réputation est importante et mettra tout en place pour ne plus avoir l'allure et le mode de vie d'un voleur, sans toutefois arrêter ses méfaits. Il vole un vélo de course et se met en scène pour le valoriser, et pouvoir l'échanger contre une radio connectée à la fréquence de la police et un caméscope. Ou encore, à la fin du film, il vole la vie de son employé, pour ne pas compromettre le succès de sa société, tout en mettant en scène la mort de ce dernier pour y retirer un profit. Il n'y a aucune limite pour la sauvegarde et la réussite de sa société. La mise en scène et l'exploitation sont les maîtres mots de la psychologie de Lou. Il exploite autant les failles du système que ses employés. Il se met constamment en scène à travers son attitude et son langage très orienté business. Il prend les slogans des grandes entreprises, leurs éléments de langage ou leurs méthodes de motivation. Opportunité, performance, business plan sont autant de mots du champ lexical de Lou, mais vides de sens. Il promeut sans cesse le dépassement de soi, mais sous-paye son employé Rick, même après lui avoir accordé d'augmentation. Pick a number. You pick a number. 75 dollars a night? Agreed. Wait, what about more, you know? Not now. We close the deal. I could have gotten more, couldn't I? Absolutely. C'est un manipulateur hors pair. Il manipule les mots comme le corps des victimes. Le monde des médias et du travail change les individus. Ils incitent à la mise en scène du monde et de soi. Le réel et l'authenticité sont sans cesse étouffés pour laisser place à la mise en scène, au factice. C'est la grande victoire du modèle américain. Manipuler l'opinion générale pour son propre profit. Dans sa lecture la plus évidente, Nightcrawler s'attaque directement aux médias et leur traitement de l'information.
Le but de la chaîne de télévision pour qui travaille Lou n'est pas de transmettre une information véridique et de renseigner la population sur l'actualité. Son véritable objectif est de changer un spectateur ponctuel en spectateur régulier, en le maintenant par la peur. Comme l'indique le personnage de Nina au responsable des reportages, le sujet n'est pas le trafic de drogue, mais le crime urbain qui gagne les beaux quartiers. Alors même que le taux de criminalité descend à Los Angeles, les médias véhiculent l'idée qu'il est en pleine augmentation, au point d'envahir la banlieue résidentielle. Ce qui compte, c'est d'obtenir des images graphiques, violentes, qui marquent le spectateur et le terrorisent pour se maintenir au courant de l'évolution de la sécurité dans ces quartiers résidentiels. Yes, think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. Les médias sont ici présentés comme des banques d'images, qui donnent à voir, mais jamais à fournir un effort intellectuel ou à tenter de comprendre. C'est un outil de domination et d'aliénation avec pour seule idéologie le profit. Les impératifs marchands dictent leur logique aux journalistes, qui prennent soin de sélectionner les informations en fonction des contraintes de l'audimat. Remis dans un contexte plus large, Nightcrawler ne propose pas de nouveautés sur la critique des médias. Il ne fait que répéter ce qui a déjà été dit et montré dans d'autres films. Mais là où il propose une véritable nouvelle approche, là où réside sa singularité, c'est dans le point de vue, celui du filmeur d'images. Celui qui nourrit le système médiatique d'images abominables et faussées, mais surtout qui est créé et encouragé par le système lui-même. Sans déborder sur le terrain du fantastique, Nightcrawler s'y aventure par petites touches. Lou est par exemple semblable à un vampire moderne. Il vit de nuit, teint blafard, mince, cheveux gominés, séduisant. À l'instar d'un vampire en recherche de sang frais, Lou est aussi à la recherche de sang, à capturer à travers l'œil de sa caméra. On peut aussi penser aux locaux de la chaîne KWLA, entre les régimes d'images surchargés dus à la présence de tous les écrans et la musique éthérée qui accompagne les séquences. Une ambiance très particulière y règne, presque hors du monde et de ses règles. Oh, I'm floored. I mean, it's amazing. Thank you. I mean, just amazing. Il s'agit d'une description très réaliste des chaînes d'infos locales aux États-Unis. Ce n'est pas le cas partout dans le pays, mais dans les plus grandes villes comme Los Angeles. Les faits divers sanglants font la une des JT. Cependant, depuis la sortie du film, des changements majeurs ont opéré dans la société américaine. Aujourd'hui, les Américains se renseignent davantage sur Internet qu'avec leur téléviseur. Mais la puissance de frappe de ces chaînes locales reste importante. Les médias changent de forme, de méthode de vente, de source de revenus, mais gardent des méthodes similaires. Les journalistes sont contraints et déterminés par le fonctionnement économique avant tout, peu importe la forme que les médias peuvent prendre. La critique que produit ici Dan Gilroy sur le régime médiatique peut être mise en parallèle avec le système français et d'autres pays sur certains points, mais il s'agit tout de même d'une critique se concentrant sur le modèle américain. La critique que fait le réalisateur sur les médias et le monde du travail documente bien plus le fonctionnement des États-Unis qu'une vérité universelle. Il me semble important de le préciser. La seconde critique du film, peut-être un peu plus fine, est celle sur le monde du travail et de l'entrepreneuriat. Le cinéma européen ne manque pas de se pencher et de documenter le monde du travail et ses rapports de force. Le cinéma américain le fait plus rarement, d'autant plus quand il s'agit de cinéma à visée populaire, mais Nightcrawler s'y jette sans détour. Dans le cadre professionnel, il arrive de croiser un dirigeant avec autant de charisme qu'il manque d'empathie. La manipulation, le mensonge, le dénigrement et la dévalorisation sont monnaie courante. Sans dire que tous les supérieurs hiérarchiques et patrons sont des psychopathes ou des sociopathes en puissance, les postes à haute responsabilité peuvent encourager à adopter des comportements à caractère antisocial dans le cadre de leur travail. Comme il a été dit plus tôt, c'est le système qui encourage aux gens comme Lou à opter pour ce genre d'attitude et de comportement. Si ce type d'individus sont de plus en plus nombreux et qu'ils arrivent de plus en plus haut hiérarchiquement, ce n'est pas un hasard. Voilà sur quoi nous met en garde Nightcrawler. Lou n'a rien du héros tourmenté ou du criminel en quête de justification. Il avance sans le moindre état d'âme. Son obsession pour la réussite n'est pas un masque, mais un programme de vie. Tout ce qui ne sert pas son ambition est simplement ignoré. Et c'est justement cette absence totale de scrupules qui fascine son entourage professionnel. I think Lou is inspiring all of us to reach a little higher. Lou ne manipule pas, il expose, il ne séduit pas comme on peut l'imaginer, il propose un modèle, celui d'un monde où l'éthique n'est plus qu'un obstacle archaïque. Autour de lui, chacun s'adapte. Rick, jeune et malléable, se laisse glisser dans cette logique, sans résistance. Nina, quant à elle, voit en Lou une opportunité de rompre définitivement avec les principes qui la retenaient encore.
La vie est envisagée comme une entreprise, jusque dans la consommation des relations. Il n'y a plus rien d'humain dans son rapport à l'autre. La rencontre avec l'altérité est perçue comme un simple échange commercial. Si Lou prend de l'ampleur, c'est parce qu'il met à nu les compromissions déjà à l'œuvre autour de lui. Il ne fait que tirer un fil. Les autres se chargent de dérouler la pelote. Mais Lou, à la manière d'un véritable chef d'entreprise, ne fait jamais ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse et agit avec une certaine droiture dans sa propre logique. Il se voit comme un créateur d'opportunités, un créateur de richesses et un donneur de conseils de réussite. C'est aussi simple que ça. Il sous-paye Rick mais lui offre la possibilité de sortir de sa situation précaire, s'il s'en donne les moyens. Ou il propose à Nina d'avoir des relations sexuelles avec elle et lui demande l'exclusivité dans leur relation, comme il demande un contrat d'exclusivité pour ses images. Jesus Christ, friends don't pressure friends to fucking sleep with them. Actually, that's not true, Nina. Because as I'm sure you know, a friend is a gift you give yourself. À la fin du film, Lou Blue, désormais sans rivaux, livre à ses nouvelles recrues une dernière consigne. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. C'est la phrase du chef d'entreprise, du prédateur affable, celui qui a transformé l'immoralité en méthode et l'ambition froide en moteur de conquête. Il ne s'impose pas par la force, mais par l'assurance d'avoir déjà gagné. Le monde lui appartient, non pas parce qu'il l'a volé, mais parce qu'il en a compris les règles et les a réécrites à sa convenance. Les derniers plans montrent ces camions régis s'éparpillant dans la ville. Ce ne sont pas de simples véhicules, mais les extensions d'un empire invisible. Le film semble s'échapper de lui-même, débordé de son cadre même. Ce que l'on croyait fiction s'infiltre doucement dans le réel. J'espère vous avoir donné matière à penser et certaines clés de compréhension, ou au moins l'envie de découvrir ou redécouvrir Nightcrawler. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez soutenir la chaîne ou la partager aux gens que ça pourrait intéresser. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos retours sur celle-ci ou sur le film dans les commentaires. Il est aussi possible de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention et à la prochaine.